Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents sur ce deuxième webinaire sur DNS WatchGo. On en avait déjà fait un premier avec Jérémy, qui est avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc c'est le rejeu de ce qu'on a fait il y a un mois maintenant. Dans ce webinaire, on va vous expliquer un petit peu une première intro sur les attaques, sur comment elles fonctionnent et notamment dans la protection périmétrique pour justement arriver sur la protection hors périmètre avec DNS WatchGo. Et une petite démo de l'interface également dans ce webinaire. Vous avez avec GoToWebinar la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas, je vois que ça fonctionne. Bonjour à tous ceux qui m'ont dit bonjour. Donc on regarde les questions et puis on essaye d'y répondre au fil de l'eau dès qu'on a un petit peu de temps ou que c'est le plus judicieux. Donc normalement, vous voyez ma présentation, eh bien nous sommes partis. Première chose qui est à noter, puisqu'on va parler de filtrage DNS beaucoup dans cette présentation, on va donc parler également de phishing puisque le filtrage DNS est une des grosses méthodes pour le bloquer. Mais il faut bien comprendre un certain nombre de choses. La première, c'est que le phishing, c'est une étape de la chaîne d'attaque d'un pirate et ça n'est qu'une étape de la chaîne d'attaque d'un pirate. Cette chaîne, elle a été théorisée à la façon des militaires. Vous savez que Lockheed Martin a théorisé des attaques en se basant justement sur les méthodes militaires, ce qu'on appelle la kill chain. Et les pirates font la même chose, mais d'un point de vue cyber, donc ce qu'on appelle la cyber kill chain. Là, vous l'avez sur la droite, hein, avec la partie reconnaissance, compromission, exploitation d'une vulnérabilité, l'infection, l'installation d'un malware ou d'un rootkit, tout ce qui est garder le contrôle justement sur cette installation à distance avec ce qu'on appelle le command and control. Le fait ensuite de faire ce qu'on appelle un mouvement de pivot, c'est-à-dire faut bien comprendre que quand une machine en général est prise en contrôle à distance, ça leur donne l'accès au réseau et au reste des machines. Donc c'est dur de résister, de ne pas aller voir ce qu'il y a à côté. Et puis ensuite, on atteint l'objectif, quel que soit l'objectif, qui peut être du rançonnage, qui peut être de l'extraction de données, qui peut être tout simplement malsain et détruire des machines, etc., etc. Donc des choses que vous connaissez, mais que vous connaissez bien souvent comme étant une attaque, alors qu'en fait c'est le résultat de toute une chaîne d'attaques qui a abouti à ça. Et ça, faut vraiment le comprendre. C'est là où notre métier commence chez WatchGuard, puisque notre rôle, c'est de tacler chacune de ces étapes avec des mécanismes autant que possible. En fait, c'est ce qu'on appelle le multicouche hein, sur les firewalls WatchGuard, et c'est ce qui va permettre de casser cette chaîne d'attaque. Alors plus tôt on la casse, et mieux c'est, mais tant qu'on la casse, c'est bon. Ce qui est à comprendre, c'est que le phishing, c'est un début de cette chaîne d'attaque. Ça reste malgré tout 90% des attaques qui démarrent par du phishing. Donc c'est un des vecteurs d'entrée dans le réseau qui est quand même très prisé par les pirates. Pourquoi est-ce qu'il est prisé? Comme d'habitude, un pirate, c'est un capitaliste, donc il fait ce qui est le plus facile pour être rentable. Et comme le phishing, c'est facile, il suffit de trouver un utilisateur qui réfléchit un petit peu moins que les autres, ou pas du tout d'ailleurs, dans certains cas, et le phishing va fonctionner. D'ailleurs, on va distinguer différents types de phishing. Vous avez justement ce qu'on appelle les happy clickers, c'est ceux qui reçoivent un mail et qui cliquent, sans trop se poser de questions. Et là, c'est à la fois leur faute et à la fois la nôtre, puisque c'est clairement un défaut de sensibilisation et c'est un des vrais gros problèmes qu'on a aujourd'hui en France, c'est que les gens ne sont pas sensibilisés à la cybersécurité. Ça devrait être enseigné à l'école, ça ne l'est pas. Bon. Vous avez le spear phishing. Alors spear, c'est une lance, donc l'image est très facile à comprendre. Au final, c'est du phishing ciblé. Il y en a un très
très répandu en ce moment, c'est celui où vous recevez un email dans lequel ça vous indique un de vos mots de passe, alors soit un mot de passe actuel, soit un ancien mot de passe, soit un truc qui ressemble au mot de passe que vous avez et que vous dites tiens j'ai dû utiliser ce mot de passe dans le passé. Donc du coup effectivement ça vous interpelle et vous allez lire la suite. C'est le but du fait que ça soit visé, c'est qu'on utilise quelque chose qui vous concerne pour vous attirer plus sur le mail et vous faire lire jusqu'à la fin. En général, c'est de l'extorsion. Il y a plein de variantes en la matière. Et c'est vraiment le seuil d'au-dessus du phishing classique où le phishing classique, si on envoie des mails de masse, on se dit dans le lot, il y en a bien un qui va cliquer. Le spear phishing, on essaye vraiment d'adapter à la personne que l'on vise pour tout simplement augmenter le taux de clic, puisque un pirate, c'est aussi un très bon marketeur. Son taux d'ouverture et son taux de clic des emails de phishing, c'est vraiment ce qui l'inquiète beaucoup. Excusez-moi, je regardais une des questions de quelqu'un qui avait un problème de son, mais apparemment c'est bon. J'ai mis ici aussi la fraude au président. Ce qui se discute parce que la fraude au président passe pas nécessairement par du phishing, mais c'est vrai que c'est une technique, on va dire cheap, de faire de la fraude au président. Si vous envoyez un mail, vous faites passer pour le dirigeant ou histoire d'essayer de déclencher un virement. Pourquoi c'est le mode cheap? Parce que la vraie fraude au président qui est belle et qui est jolie techniquement parlant, c'est quand on fait de la vraie ingénierie sociale au téléphone avec la personne. Et ça c'est beau parce que pour y arriver, moi je trouve que c'est quand même pas simple. Par mail, c'est un peu facile. Mais attention, j'interviens, pardon Pascal, ça arrive dans toutes les compagnies. Nous sommes un certain nombre chez WatchGuard à avoir reçu la semaine dernière un faux email de notre PDG vénéré nous demandant de prendre contact avec lui discrètement à un numéro particulier qui n'est absolument pas un numéro américain. Donc ça existe partout, soyez prudents quand même. Ça existe vraiment la fraude au président, c'est pas une légende. Mais j'ai cliqué moi. Non, je plaisante. T'as Euh, été promu. Alors, puisqu'on est dans les anecdotes, j'en ai une petite aussi qui est pas mal. À l'inverse, quand c'est un vrai mail de votre CIO, lisez-le quand même. Puisque moi, j'ai reçu, pour l'anecdote, j'ai bien entendu des relations avec l'agence de presse WatchGuard. Et pendant que j'étais en congé, j'ai reçu un SMS qui était un lien Twitter avec marqué Winamax dedans. J'ai fait oh, encore de la saloperie de pub, faut pas que je clique sur le lien. En fait, c'est mon agence de presse qui me demandait de commenter un piratage de Winamax. Donc quand même, lisez quand même pour vous assurer si c'est du spam ou pas du spam, ou du phishing ou pas du phishing. Continuons. Toute, toute cette notion de chaîne d'attaque, elle est importante parce que ça vous permet de comprendre comment on fait de la sécurité périmétrique. Ce qui permettra de comprendre après comment on fait de la sécurité hors périmètre. Et technologiquement, la sécurité périmétrique est quelque chose de maîtrisé aujourd'hui, dans le sens où on a les technologies qui permettent de se mettre au niveau des pirates et de les contrer. Alors, je vais essayer de rentrer à l'Académie française un jour pour essayer de faire changer la définition du mot pare-feu, parce que malheureusement aujourd'hui un pare-feu c'est juste quelque chose qui fait du bête filtrage de règles. Un pare-feu ça devrait être tout ce que vous avez là sur le slide, ça devrait être tous les mécanismes qui permettent de protéger l'entreprise donc sur l'équipement qu'on appelle pare-feu, prévention d'intrusion, réputation, etc. Je ne vais pas tout décrire là parce que sinon on fait un webinaire à part sur le sujet, d'ailleurs on en a. Mais c'est grâce à toutes ces technologies qu'on va être capable de bloquer le plus possible les étapes de cette kill chain et donc de monter le curseur de sécurité. C'est ça le principe. C'est maîtrisé dans le concept, c'est maîtrisé dans les technologies. C'est quelque chose qui est dynamique. Hein. Vous savez, régulièrement, on ajoute des nouvelles fonctions, soit dans la Basic Security, soit dans la Total. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pour pouvoir justement conserver ce niveau de défense vis-à-vis des pirates et continuer à pouvoir démolir la kill chain autant que possible. Enfin, maîtriser technologiquement, c'est une chose, mais ça n'est pas tout.
La technologie, hélas, c'est qu'une partie de la problématique. Les autres problématiques, il faut quand même que la configuration soit bonne. C'est-à-dire que la technologie, si elle est mal mise en œuvre, n'aura que peu d'effets, voire même donnera la sensation d'être sécurisée alors que c'est pas le cas. Donc on voit avec Jérémy malheureusement beaucoup de configurations qui sont très légères en termes de firewall. Donc n'hésitez pas à nous demander conseil si vous souhaitez qu'on jette un coup d'œil à votre config. En général, ça va assez vite pour voir où sont les trous, on commence à avoir un peu l'habitude. Mais oui, la manière dont vous mettez en place cette technologie dans l'entreprise et dans l'infrastructure, c'est vraiment critique. Vous pouvez avoir toutes les technologies du monde, si elles sont mal installées, elles ne seront pas efficaces. L'autre problématique, c'est que vous pouvez mettre en place toutes les règles que vous voulez. Si derrière vous monitorez rien, vous n'avez pas de mécanisme qui permette de vérifier les anomalies, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, parce que aussi bon soit-on techniquement, il y a toujours la sécurité est complexe, les infras sont complexes, il y a toujours des choses auxquelles on ne va pas penser et on n'y pense que quand on voit le trafic en question dans un outil de monitoring, notamment dans Dimension, qui permet de réagir sur la config et de l'améliorer. Ou alors, autre scénario, on peut éventuellement avoir tout pensé à un instant donné, mais comme les choses évoluent dans le réseau parce qu'il peut y avoir de nouvelles applications, des changements d'infra, ou tout simplement dans les habitudes d'accès à Internet des utilisateurs. Et du coup, c'est de toute manière quelque chose qu'il faut adapter en permanence. Sans monitoring, c'est un peu compliqué. Autre combat qui est peut-être le plus dur, c'est que bien entendu, si les utilisateurs ne sont pas sensibilisés et pas formés aux différentes menaces qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'environnement où ils travaillent, ils vont nécessairement aussi mal se comporter. C'est le cas pour le phishing où potentiellement ils vont cliquer n'importe comment parce qu'ils n'ont jamais été, on leur a jamais expliqué comme il faut. Mais il y a plein d'autres scénarios où c'est le cas. Un utilisateur, la fraude au président, c'est le cas aussi. Un simple coup de fil où on essaye d'extraire des informations, c'est la base. Un employé d'une entreprise ne devrait pas donner des informations sur l'entreprise sans être sûr de la personne à qui il parle. Bien entendu, c'est pas le tout d'avoir les technologies, il faut aussi les activer. Alors j'avoue que ça c'est peut-être une de nos plus grandes frustrations, c'est des gens qui vont avoir l'APT bloqueur et qui l'activent pas. Ça c'est dommage. Et la politique de sécurité qui doit évoluer. Faut pas réagir dans le sens où voilà, on a mis le firewall, on y a passé beaucoup de temps, on a fait de la presta, on a fait une super politique de sécurité, on reviendra dans 3 ans. Non, bien sûr que non. Comme je disais tout à l'heure, les applications, les habitudes de surf, Internet tout simplement évolue et la politique de sécurité elle doit évoluer avec. Donc ça c'est également une évidence. Et puis les utilisateurs sont pas immuables. Il y a des utilisateurs qui arrivent, d'autres qui repartent. Il y a du turnover et donc des gens qui ne se comportent pas nécessairement de la même manière. Et du coup, la politique de sécurité doit aussi évoluer avec ça. Et puis pour rappel, il n'y a pas de 100%. Quand bien même on aura tout fait, ça a bien et mis en place, il reste pour un pirate très aguerri, peut-être des possibilités de rentrer, une vulnérabilité dans un système qu'on ne connaît pas, etc. Donc il n'y aura jamais de 100%, mais malgré tout, si vous faites tout ce qu'on a dit avant, on sera quand même bien haut en termes de pourcentage. Alors, petite parenthèse, vous allez me dire, mais c'était pas déjà une parenthèse ça? Non, c'était une introduction. Maintenant, on va faire une parenthèse. Mais parenthèse qui nous tient à cœur une fois de plus. Oui, si vous voulez qu'on vérifie votre conf WatchGuard, vous n'hésitez pas, voilà, vous nous envoyez, on se fera un plaisir de regarder. Honnêtement, c'est pas pour vous faire plaisir qu'on vous dit que ça nous fera plaisir, c'est vraiment qu'on souhaite que les configurations soient améliorées partout, vraiment.
Donc la parenthèse, une parenthèse sur l'HTTPS. Vous savez le truc où tout doit être en HTTPS et le monde sera meilleur puisque beaucoup plus sécurisé. Merci Google. Alors déjà c'est faux de base. Non, pas tout à fait. C'est partiellement vrai. C'est une demi-vérité. D'accord. Donc c'est faux. C'est faux. Et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu récemment certains malwares qui ont été récupérés sur des sites, et les sites étaient des sites de pirates qui avaient réussi de toute manière à avoir des certificats HTTPS complètement valides. Il suffisait de jeter un petit coup d'œil au certificat pour se rendre compte que c'était pas très catholique. Mais voilà, donc les certificats officiels sont récupérables par des pirates. Donc une fois qu'on fait ça, voilà. Petite explication malgré tout de ce qu'on appelle l'inspection HTTPS. Parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines sur le sujet et il y en a une qu'il faut à tout prix démonter. Quand on transforme de l'HTTPS en HTTP, ça veut absolument pas dire qu'on va tout voir les données en clair, ça veut juste dire qu'on transforme l'HTTPS en HTTP. Donc on va du coup voir le protocole et des champs qui étaient effectivement chiffrés qui vont être visibles, mais dans le payload du protocole, l'application qui a chiffré des données, ces applications restent chiffrées, ce qui est quand même la bonne pratique pour les applications. Donc on voit clairement pas tout en clair. Si on rapporte ça à une config WatchGuard, ça se voit particulièrement bien parce que quand vous allez dans le proxy HTTPS et que vous êtes juste en proxy HTTPS standard sans faire de l'inspection, vous voyez que quand vous mettez l'action juste à autoriser, dans la fenêtre, il n'y a rien d'autre que le fait d'activer les logs. Si vous mettez cette action-là à inspecter, vous voyez que tout de suite le proxy HTTP apparaît et vous allez appliquer un proxy HTTP puisque effectivement on va pour le coup transformer l'HTTPS en HTTP et donc rendre des champs accessibles alors qu'ils ne l'étaient pas, et notamment les champs sur les types de données qui sont véhiculés, et ce qui va permettre de passer l'antivirus, de passer l'APT bloqueur, de passer des technologies qu'on ne peut pas passer si on est en HTTPS non déchiffré. Alors, je te coupe une seconde, il y a une question que je trouve intéressante qui revient assez régulièrement. Quand on décide de pratiquer l'inspection HTTPS, on a une obligation légale de prévenir les utilisateurs dans la charte. Alors d'abord, c'est une réponse qui est juridique et pas technique, donc il vaudrait mieux vous adresser à un avocat. Si vous n'en avez pas, j'en connais des sympas. Euh, le problème, il va plus loin que ça. En fait, non, l'inspection HTTPS ne vous amène pas à devoir déclarer quoi que ce soit. En revanche, l'ensemble de vos autres usages, l'ensemble des autres bonnes pratiques de sécurité que vous devriez mettre en place chez vous si vous êtes client final ou chez vos clients si vous êtes prestataire, devraient, elles, vous conduire à mettre en place une charte informatique associée au règlement intérieur, etc., puisque au-delà de simplement fliquer les utilisateurs et savoir si Maurice va regarder les résultats sportifs pendant sa pause déj, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir rentrer assez profondément dans les pratiques des utilisateurs de façon à pouvoir les protéger d'eux-mêmes. D'accord? Et ça, pour bien faire, pour l'équilibre de tout le monde et aussi pour avoir l'opportunité de les former, une charte informatique, ce serait une bonne idée. Bon, pardon, je digresse. C'était une courte pub, une courte page de pub. Pascal. Non, mais c'est important. Effectivement, la charte informatique, de toute manière, c'est la base. Donc c'est là-dedans que vous allez indiquer, ne serait-ce que quand vous faites du filtrage d'URL, en fait, vous allez l'indiquer dans la charte informatique. Donc, sans même arriver à l'inspection HTTPS sur des mécanismes bien plus simples, vous devez l'indiquer aux utilisateurs pour une bonne communication avec eux et puis pour une bonne entente avec la CNIL aussi accessoirement. Je vous ai fait le slide d'après, alors je ne sais pas si on le détaille, mais l'explication de ce que c'est que l'inspection HTTPS un tout petit peu plus technique. L'idée étant de comprendre que effectivement il y a un certificat importé qui est le certificat du boîtier. Ça peut être un certificat interne de l'entreprise. J'ai vu quelques éditeurs qui autorisent de mettre des certificats publics. S'il vous plaît, ne faites pas ça. De toute manière, sur un WatchGuard, vous ne pourrez pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous faites ça, n'importe quel
n'importe quel certificat généré par la même autorité de certification pourra vous déchiffrer sans que vous le sachiez. Donc vous allez arriver quelque part, il y aura un certificat signé par cette même autorité. Allez, mettons un VeriSign ou des gens comme ça. Ça pourra vous déchiffrer sans aucun problème, sans rien importer de plus sur votre navigateur. Donc c'est un vrai gros problème de sécurité. Donc dans la bonne pratique, on va faire soit un certificat d'une PKI interne, soit celui du firewall. Une fois qu'on a fait ça, quand un navigateur tente d'accéder à un site web, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer les informations du certificat du site web et on va re-signer ce certificat. Ce qui fait qu'ensuite, on pourra rétablir la connexion donc, de l'utilisateur vers le firewall en re-signant le certificat du site web avec la clé publique du firewall et ensuite refaire l'autre partie de communication du firewall jusqu'au site web. Comme c'est la clé du certificat du firewall qui aura été utilisé entre l'utilisateur et le firewall, on pourra donc déchiffrer le flux pour ensuite le rechiffrer correctement vers le site web avec la clé publique du site web, enfin du certificat du site web. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que l'import de certificat est nécessaire. C'est pour que le firewall puisse voir du flux qui est chiffré avec une clé qu'il va connaître pour le déchiffrement, qui sera sa clé privée. Alors, on va pas se mentir, il y a des contraintes. Et c'est bien pour ça que plein de gens ne le mettent pas en place. Mais la sécurité, c'est des contraintes, nous dirait notre ami Jérémy. C'est une citation de sa part. C'est mon indo, comme diraient nos amis japonais. Donc effectivement, quand on met de l'inspection HTTPS, il faut plus de performances nécessaires, il faut donc un dimensionnement adéquat. C'est surtout ça le terme. Si votre dimensionnement est bon et prévoit l'inspection HTTPS, ça va tourner. Si votre dimensionnement il est prévu comme vous prévoyez d'habitude de dimensionner un firewall sans inspection, forcément il va y avoir une dégradation. Donc il y a les certificats. Oui. Pardon, excuse-moi, je te recoupe décidément. Au passage, on va tordre le cou à une idée qui consiste à penser qu'en basic security, on peut sous-dimensionner le boîtier, on aura besoin de le dimensionner comme il faut que en total security, quel que soit le niveau de service que vous utilisiez ou que vous vendiez. Peu importe, dès le départ, l'une des premières briques de sécurité qu'on va mettre en œuvre, c'est l'inspection HTTPS. Donc basique ou total, ça ne change pas la dimension de votre boîtier. D'accord ? Soyez prudent avec ça. Pardon, Pascal. Les certificats installés, IE Chrome, ça va. Firefox, c'est un poil plus chiant. Je sens que je vais être coupé. Non, c'est pas vrai. Alors, je te coupe pas, tu vois, c'est toi qui me laisses la main. Non, pour Firefox, si vous ne le saviez pas, depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a des fichiers ADMX officiels qui existent pour Firefox, qui fonctionnent bien et qui sont multiversions. Donc, ce qui vous permettra de déployer votre certificat par GPO comme vous le feriez avec les autres navigateurs. Si vous avez un problème avec les ADMX, je peux vous expliquer. Et puis normalement, une brave recherche Google voudrait vous amener au résultat. Ouais, c'est ce que je dis, c'est un peu plus chiant sur Firefox. Bien entendu, ça va vous amener à une gestion quotidienne et une finesse dans la politique de sécurité qui est bien plus poussée. Donc, il va falloir y passer plus de temps. C'est le principe aussi de la sécurité. Si vous voulez y passer moins de temps, vous avez un niveau de sécurité qui sera moindre. Ça, c'est une certitude. Et un trafic possiblement ralenti selon le contexte. Tout dépend également de votre ligne Internet, tout dépend de pas mal de paramètres. Mais oui, l'inspection HTTPS, c'est un certain nombre de contraintes. Pardon, on a perdu Pascal. En fait, me revoilà, mais en fait, c'est quand Jérémy parle, je coupe mon son et j'ai juste oublié de le remettre. Donc voilà. Donc je crois que je m'étais arrêté à la gestion quotidienne où on m'a pas entendu. Donc effectivement, oui, c'est une gestion quotidienne de gérer l'inspection HTTPS parce que ça nous permet de rentrer plus finement dans les flux HTTPS
la phrase même sortie de ma bouche est bizarre, puisque si on n'a pas cette finesse, en fait, on ne met pas le niveau de sécurité qui va bien, tout simplement, vu que sur un flux Internet, l'HTTPS, ça représente, selon les infras, mais ça représente la très grosse majorité. Donc oui, c'est plus que critique. Et puis, en fonction de votre infra, en fonction de la connexion Internet, en fonction d'un certain nombre de paramètres, un trafic qui sera possiblement ralenti. Oui, j'oubliais, il y aura aussi une gestion des exceptions, parce qu'un certain nombre de sites n'apprécient pas qu'on fasse de déchiffrement HTTPS, parce qu'on vous déconseille de le faire aussi sur un certain nombre de sites, notamment tout ce qui est financier. Mais sur un WatchGuard, c'est facile. Vous prenez la catégorie web blocker qui va avec le financier et vous ne la déchiffrez pas. Donc voilà. Après, oui, il y a quelques sites spécifiques qui disent faire de l'HTTPS qui s'en éloignent un petit peu de temps en temps, donc il faut les mettre en exception. Mais ceux-là, on les connaît et il y a des articles, il y a tout ce qu'il faut là-dessus, donc ça se fait quand même bien. Et cela dit, si on se passe aujourd'hui de l'inspection HTTPS, je vous ai mis une petite image avec un bandeau pour bien montrer le symbole, qui est qu'effectivement on est complètement aveugle sur une grosse majorité des flux, tout simplement. On ne pourra pas gérer des malwares qui passent dans l'HTTPS, on ne pourra pas gérer tous les types d'attaques que vous connaissez qui passent dans le flux HTTPS. Donc ça va être très handicapant. Même sans même parler de sécurité, mais dans la gestion de votre réseau, il y a des applications que vous ne pourrez pas identifier parce que vous n'avez pas d'inspection HTTPS. Donc c'est même pas que de la sécurité, c'est aussi de la gestion de vos flux. Donc c'est vraiment important. Juste au cas où, si vous en doutiez, globalement, les pirates savent se servir d'un certificat. Ils sont capables de monter un serveur Apache avec du HTTPS. Donc, plus rapidement que vous, ils sont capables de mettre en place des infrastructures chiffrées pour transférer des malwares, par exemple. Donc, ne doutez pas de leurs compétences, s'il vous plaît, ils savent le faire. Et moi, il y a un jeu que j'aime bien, c'est que dès que j'arrive à imaginer qu'un pirate pourrait faire quelque chose, je vais vérifier. Et en fait, ils y ont pensé avant moi. Donc, bon, c'est pas bon pour ma santé mentale parce que je me dis que je suis un peu idiot. Ils sont plus rapides que moi. Mais j'aime bien jouer à ce jeu. Essayez-le. Vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Dès que vous pensez à un truc, tiens, pourquoi les pirates font pas ça? Allez chercher et vous allez voir qu'ils le font. Donc, sans inspection, on est vraiment pas bien aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. On vous pousse pas à faire de l'inspection HTTPS pour vous embêter, mais parce que c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Sinon, il vous reste quoi? Il vous reste un peu de filtrage d'URL et la sécurité du poste de travail. La sécurité du poste de travail, tous ceux qui se sont pris un ransomware savent qu'elle est clairement pas suffisante aujourd'hui. Alors, on se développe du multicouche sur le poste de travail pour faire comme le multicouche sur le firewall pour monter le niveau de sécurité, certes, mais c'est les deux qu'il faut, c'est pas l'un sans l'autre. Moi, je suis pas d'accord. Moi, c'est juste pour vous embêter que je vous demande ça. Ça et de faire des bonnes configs, c'est juste pour vous embêter parce que je m'ennuie le matin. Fin de la petite parenthèse, mais pour nous, elle était vraiment importante parce que trop d'attaques passent aujourd'hui parce que tout ça n'est pas mis en place. Donc voilà. Et puis bien parler de la protection hors périmètre quand on va le faire maintenant, c'est aussi bien maîtriser ce qui se passe sur le périmètre, sinon ça n'a pas de sens. Alors, c'est la fin de la parenthèse, hein, pas du webinaire. On va revenir à nos moutons sur DNS WatchGo, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand un utilisateur est hors du périmètre? Et comme vous le savez, il y a plein d'occasions où il va l'être, on va en reparler. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. À votre avis, est-ce que votre utilisateur qui est hors périmètre, donc je sais pas, un commercial qui est à l'hôtel ou quelqu'un qui est en télétravail, va se contenter d'aller sur des sites web qui correspondent à vos applis SaaS d'entreprise, ou est-ce qu'il va naviguer sur d'autres sites sur lesquels potentiellement il pourrait récupérer des malwares ou autres saloperies? Bien entendu, la réponse vous l'avez. C'est juste qu'en revanche, une entreprise qui a ses télétravailleurs, elle est complètement aveugle. Elle ne sait pas ce qu'ils font. Elle n'a pas du tout la main dessus. Et pour le coup, ça peut être propre comme ça peut être malsain. Qu'est-ce
question toute bête, est-ce qu'il va faire que ses emails pro? Est-ce qu'il va aller sur ses mails perso? Dans les mails perso, il reçoit forcément du spam, il reçoit forcément du phishing. Est-ce qu'il va cliquer dessus? Donc oui, quand on est en protection périmétrique, tout ça, je dis bien ça peut être maîtrisé si tout a été mis en place. Par contre, quand il est hors du périmètre, eh bien, il va aller sur un site web pour accéder à son, je sais pas moi, à son Yahoo, et puis il va y avoir un phishing, il va cliquer et il n'aura pas les protections du firewall pour se protéger. Alors, il y aura une solution, c'est qu'il lance un VPN vers le firewall avant d'aller naviguer et que tout le flux passe dans le VPN pour repasser par le firewall d'entreprise pour être sécurisé. Certaines entreprises font ça. Maintenant, c'est assez lourd pour l'utilisateur. Et on n'aime pas que les utilisateurs y râlent en général. C'est désagréable. Clairement, les protections de cet utilisateur aujourd'hui, sans autre chose que la protection du poste de travail, je dirais classique, antivirus, antivirus ou même antivirus plus, hein, parce que la différence est assez faible. Il va falloir trouver d'autres méthodes pour le sécuriser. Alors, quelques petites stats, parce qu'on est obligé dans les présentations de mettre quelques petites stats, même si ça embête tout le monde. C'est quoi ça? C'est une étude du Gartner. 25% du trafic d'une entreprise passera complètement en dehors des protections périmétriques en 2021. Donc un quart des connexions qui seront faites en dehors du réseau. Je pense que pour certaines entreprises, c'est déjà le cas. Pour d'autres, on en est loin. Mais c'est pas incohérent. Oui, mais la grève arrive. À partir de après-demain, il va y avoir peut-être plus de flux, peut-être plus besoin de VPN aussi. Ouais, les statistiques en France, c'est de prendre un sale coup à partir du 5, effectivement. Le télétravail va augmenter. Également, il faut se poser la question, vous dites, bon, il est en dehors du réseau, c'est pas grave, hein, il fait ce qu'il veut. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, il va revenir au bercail. Alors, il va revenir au bercail. Est-ce qu'il reviendra avec un poste qui est toujours en état? Ça, c'est la première question. Et puis, s'il est en état, qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a des malwares, des ransomware, des virus qui vont être rapatriés ensuite sur le réseau? Je vous rappelle qu'une des étapes de la kill chain, c'est le pivot. Donc un pirate, ça ne le dérange absolument pas de se mettre sur un poste de télétravailleur, d'attendre qu'il revienne sur le réseau de l'entreprise et ensuite de pivoter et de se propager sur le reste. C'est même terriblement classique. Autre chose, le poste aura pu être pris en commande, en contrôle. Lapsus, on appelle ça les commandes and control. Donc, il a été pris en contrôle par un botnet. Pour ceux si vous ne savez pas ce que c'est qu'un botnet, je vous recommande une super vidéo sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Le chat et la souris. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une sensibilisation à la sécurité. Et dedans, j'explique ce que c'est qu'un botnet. Mais pour le faire très court, c'est un ensemble de machines prises en contrôle par des pirates qui vont ensuite servir à des attaques diverses et variées. La grosse majorité, pour pas dire presque 100% des spams que vous recevez vient de botnet. Donc c'est pas envoyé par les machines des pirates, hein, ils sont pas fous. C'est envoyé par vos machines qui sont piratées. Les attaques de déni de service qui font les choux gras de la presse, des DOS sur OVH, des DOS sur machin, ça vient de botnet également. Hein. Donc une machine pour un pirate, c'est quand bien même il va pas faire une demande de rançon, c'est une ressource, ça vaut de l'or. Hein, un pirate qui va avoir à sa disposition des centaines de milliers de machines, imaginez ce qu'il peut faire avec en termes d'attaque. Les botnets, pour vous, au final, ce n'est pas que des spams, c'est aussi des machines, vos machines qui vont fonctionner à un moment donné pour les pirates. Donc, ne plus remplir leur office pour les utilisateurs, consommer votre bande passante, etc., etc. Outre le fait que potentiellement, ça vous met plus ou moins dans un contexte de complicité avec le pirate. Et puis accessoirement, si le pirate utilise votre infra pour attaquer, légalement, vous êtes responsable. Mais bon, ça, c'est un détail. Pour le coup, on arrive au titre du webinaire, DNS Watch Go, qui est, vous l'avez compris, j'espère, de la sécurité hors périmètre, donc de la sécurité pour nos nomades, télétravailleurs, itinérants en tout genre,
Donc DNSWatch Go, c'est un service qui est cloud, donc qui ne va pas utiliser d'équipement au niveau de l'utilisateur, et pour cause, puisqu'il est itinérant, donc il n'en aura pas à part sa propre machine. Mais c'est un service cloud, donc tout va être vérifié sur le cloud de WatchGuard. On va voir dans le détail après comment ça fonctionne. Et donc, il va protéger ses utilisateurs itinérants. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne avec un client silencieux sur la machine. Donc aujourd'hui, sur des postes de travail en Windows 7, ça s'arrête quand le Windows 7 là? Bientôt? Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, donc des portables de travail de notre itinérant. Et en fait, le client DNSWatch Go va vérifier toutes les requêtes DNS. Alors pour ceux qui ont la très bonne habitude de mettre de la Total Security sur les boîtiers, vous connaissez sans doute DNSWatch. Donc DNSWatch Go, c'est la partie itinérante de DNSWatch. Donc ça, le principe de base est le même, vérifier les requêtes DNS et vérifier que ça ne va pas vers des sites malsains. Donc ça, c'est vraiment la base d'un point de vue sécurité. On verra qu'il y a plus que ça. Tu veux rajouter quelque chose, Jérémy, sur le sujet? Non, je t'en prie, tu connais ton sujet, visiblement, c'est bien. J'appellerai Prakash pour toi. C'est ça. La flatterie n'amènera pas d'augmentation de salaire, Jérémy. Quoi? On m'aurait menti. Et donc, on va avoir cette partie sécurité donc, qui est amenée par le filtrage DNS et une partie que moi j'apprécie tout particulièrement parce qu'on a aussi une partie sensibilisation à la sécurité. C'est-à-dire que quand la personne va recevoir un mail, que ce soit dans sa boîte pro ou dans sa boîte perso, qui est un mail de phishing et qu'il va malgré tout cliquer, eh bien, on va l'avertir qu'il n'aurait pas dû cliquer. Et on va essayer de le sensibiliser un tout petit peu à la sécurité informatique, mais de la meilleure manière qui soit, à savoir sur le moment, sur le vif. Ce qui change beaucoup les choses. On va en reparler un peu plus tard dans la présentation, mais ce principe de sensibilisation sur le vif pour moi est une des composantes essentielles pour aider l'administrateur à amener un niveau de sécurité d'une des composantes de son entreprise qu'il maîtrise le moins, à savoir l'humain. Et tout ça sans utiliser ce scénario avec le VPN que je décrivais tout à l'heure, qui peut être assez lourd, induire pas mal de latence pour l'utilisateur et surtout des manipulations. Donc cette sensibilisation sur le vif en fait va se matérialiser tout simplement par une page web qui est customisable avec la possibilité de voir une petite vidéo en 5 minutes qui lui explique pourquoi il met l'entreprise en danger, pourquoi il met son poste en danger. Cette vidéo, il peut la lire dans plein de langues différentes. Donc, si c'est un français, il va la lire en français. Mais s'il s'agit d'une multinationale avec des gens qui parlent différentes langues, ils pourront voir cette vidéo dans la langue qui les intéresse. Également associé avec DNSWatch Go, du filtrage d'URL intégré avec les 130 catégories que vous connaissez de ForcePoint qu'on a également sur le firewall. Alors, on n'aura pas autant de granularité dans les possibilités de filtrage qu'on a sur le firewall, mais ça va vous permettre malgré tout de dégager certaines catégories qui peuvent être soit inappropriées, soit dangereuses. Je rappelle une chose également, WebLocker, ça n'est pas que du contrôle de l'utilisateur pour l'empêcher d'aller voir Facebook. Il y a aussi des sites malsains, des sites qui sont vecteurs de malware qui sont sécurisés dans la base ForcePoint. Tout le management se fait dans le cloud. Je ne vais pas le détailler parce que Jérémy va vous le montrer. Mais du coup, ça rend la chose assez simple puisqu'il n'y a pas d'infra à mettre en place. Et surtout, si vous vous posiez la question, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un firewall WatchGuard. En fait, vous pouvez prendre des DNSWatch Go à part. Bien entendu, si vous avez aussi un firewall WatchGuard, eh ben, il va y avoir une homogénéisation. DNSWatch et DNSWatch Go vont se gérer au même endroit. Donc ça va simplifier les choses. Mais vous pouvez pousser du DNSWatch Go chez des gens qui ont des firewalls BIP ou BIP aussi, les autres. Ce
Ce que fait DNSWatchGo également, c'est, je parlais de la visibilité dans la sécurité périmétrique. Cette visibilité dans la sécurité hors périmètre est tout aussi importante. Et justement, DNSWatchGo va vous redonner la visibilité de ce que les itinérants font. Alors moi, je suis très triste à titre personnel puisque je vais bientôt avoir DNSWatchGo sur mon poste de travail. Et du coup, à l'hôtel, je ne pourrai plus aller sur des sites pornographiques sans que la Corp le sache. Donc ça, je suis très très triste. Non, je plaisante, je ne vais jamais sur Non, ces c'est sites. autorisé chez nous. mais, euh, mais clairement, vous allez voir dans les différents rapports, en fait, vous allez retrouver la main sur ces flux qui ne sont pas des flux personnels, ce sont des flux sur une machine qui appartient à l'entreprise et qui peuvent mettre en danger l'entreprise quand vous êtes à l'extérieur, parce que je rappelle que il n'y a pas que quand on ramène le PC de l'entreprise où est le danger, parce que il suffit de remonter un VPN vers l'entreprise et si le PC a été verrouillé, ça peut aussi se propager par là. Donc vraiment, c'est vraiment important que ces machines-là soient contrôlées. Donc vous avez des rapports intégrés différents qui vous montrent effectivement les catégories visitées, qui vous montrent les top domaines visités. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que on aime beaucoup le communautaire chez WatchGuard, vous le savez, avec les différents services du firewall. Et vous pouvez voir directement dans l'interface DNSWatchGo toutes les bases de données qu'on intègre en plus des nôtres, donc qui viennent soit de confrères, soit de bases open, qu'on intègre pour enrichir DNSWatchGo sur les domaines qui sont malsains, tout simplement. Donc ça, on le voit. Et puis Jérémy, je te passe la main. Pardon, j'avais un problème pour me démuter moi-même. Je vais prendre le contrôle. Hop là. Désigné comme présentateur, c'est moi. Montrer mon écran. Ça fonctionne. Donc, pour accéder à la console DNSWatch et DNSWatchGo, le plus simple va être d'accéder à votre portail partenaire ou votre portail client, et puis dans MyWatchGuard, vous allez trouver l'ensemble des services de sécurité hébergés auxquels vous avez accès de par vos licences, et l'un de ceux-ci sera DNSWatch. Donc en allant dans Manage DNSWatch, je vais atterrir sur ma console de gestion. Cette console de gestion, donc c'est probablement, j'espère en tout cas, celle que vous connaissez déjà pour DNSWatch. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il va être temps qu'on se parle. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on se prenne un petit rendez-vous. Et donc la partie DNSWatchGo est directement intégrée. On va avoir une zone dédiée au déploiement de DNSWatchGo. Donc on va retrouver ici l'installeur. Donc il y a eu une question tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez suivi les questions en même temps que la présentation de Pascal. Le fichier d'installation est un MSI auquel on aura juste un token à indiquer, et puis à partir de là, vous allez pouvoir faire un déploiement automatisé via GPO de façon à pouvoir pousser ça sur l'ensemble des machines. Vous aurez la possibilité également de suivre l'état des différentes machines. Donc là, moi, j'ai un petit morceau de mon labo qui apparaît là, notamment une machine dont on va se servir. C'est la machine sur laquelle je suis actuellement pour faire une petite démo. Cette machine n'est pas sur un site protégé. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. On a le numéro de version de l'agent et la version de l'OS, les éléments de rafraîchissement, etc. On a une notion donc de on-site, puisque au travers de DNSWatch, donc intégré à votre UTM WatchGuard, vous allez protéger des réseaux et protéger des infrastructures au travers de votre Firebox. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir modifier le comportement de DNSWatchGo, donc l'agent déployé sur les postes de vos utilisateurs, en fonction de leur présence ou non sur site. La partie configuration. Vous allez donc avoir deux stratégies à utiliser. Une stratégie qui sera utilisée par défaut, l'autre pour des cas particuliers. Moi, j'ai créé ici une stratégie qui donc s'appelle JS-Test. On se demande bien pourquoi. Et lorsque je l'édite, je vais pouvoir trouver les paramètres de configuration de mon agent DNSWatchGo. Donc la partie anti-phishing est intégrée de base, mais comme le disait Pascal, le filtrage web ne sert pas qu'à empêcher l'accès à Facebook ou aux résultats sportifs.
le premier usage du filtrage web, c'est avant tout pouvoir bloquer l'accès à des sites qui sont dangereux pour les utilisateurs. Donc pour ça, on va pouvoir forcer le Safe Search sur les différents moteurs de recherche. Merci pour le café, Pascal. Je veux bien un sucre. Ah, génial, merci. C'est ce qu'on est bien chez WatchGuard. Pardon. Euh, donc, activer le Safe Search, donc forcer le Safe Search, ça pourrait être pratique, notamment si vous avez des écoles dans vos clients, puisque ça fonctionnera sans inspection HTTPS pour le coup. Et puis, on va retrouver ici dans la partie catégorie les 131 catégories qu'on va retrouver donc dans l'UTM. Donc, comme d'habitude, on va vous recommander toujours la même chose, bloquer la catégorie sécurité, bloquer la catégorie Extended Protection, parce que au moins en bloquant ça, vous aurez la possibilité de vous prémunir contre des menaces diverses. Après, si d'aventure les aspects politiques de votre entreprise vous amenaient à bloquer certaines catégories web, donc Pascal parlait de la pornographie tout à l'heure, mais plus sobrement pour vos chastes yeux, je vais bloquer la partie voyage. Et ben, je vais pouvoir sélectionner une catégorie qui va venir s'appliquer sur ma stratégie, et donc mon agent se rafraîchissant automatiquement, théoriquement, à moins d'un bon effet Bonaldi. Si je choisis un site dédié au voyage, oh mon Dieu, il est bloqué. Voilà, mon filtrage web fonctionne à l'extérieur de façon immédiate, sans délai de rafraîchissement, puisqu'en fait, l'agent vient rafraîchir ses droits d'accès à chaque requête DNS, en fait. Donc, on a une quasi-instantanéité dans l'usage de ces blocages web qui sont, je le répète, vitaux. Sur la partie phishing, en revanche, on a d'autres choses. Donc ici, j'ai des listes d'URL associées ouvertement à du phishing. Donc j'en ai récupéré un, voilà, que je colle ici. Et lorsqu'un utilisateur va donc cliquer sur le faux email de l'opérateur, le faux email du patron, le faux email de n'importe quoi, pour se retrouver potentiellement en danger, eh ben, DNS WatchGo va détecter le fait que ce soit un phishing. On va présenter une page web que j'ai personnalisée, je vous rassure, hein, ce oups c'est de moi et pas de la corp. Et donc ici, on va pouvoir choisir notre langue. Donc on a défini des contenus qui seraient accessibles aux utilisateurs. Et donc ici, je vais pouvoir accéder à mon cours pour apprendre ce qu'est le phishing en 5 minutes et pouvoir suivre. Alors j'ai joué un petit peu hier, et donc pouvoir suivre l'activité, cette activité de formation qui a été développée en partenariat avec la société KnowBe4. D'ailleurs, c'est marrant, Pascal, aujourd'hui, tu n'as pas parlé de Kevin Mitnick. Je sais pas à quoi ça tient. Peut-être qu'ils se sont fâchés. Il est déjà assez célèbre comme ça, non? D'accord, ok. Non mais ok, d'accord, on parle pas de Kevin Mitnick aujourd'hui. Très bien. Donc ça, c'est la partie configuration de DNS WatchGo. Donc aujourd'hui, oui, la configuration de DNS WatchGo est autonome. Non, ce n'est pas l'avenir. Il y a une roadmap qui est assez importante pour DNS WatchGo, dont on ne parlera pas, en tout cas pas ce mois-ci. Il y a des évolutions attendues de ces aspects gestion, on en reparlera. La page de blocage, on l'a vu, on peut la personnaliser, donc on va pouvoir changer le contenu, les logos, mettre le logo de l'entreprise. Je vous recommande vivement, du coup il sort son livre sur Kevin Mitnick, je crois que je l'ai fâché. Je vous recommande vivement de personnaliser vos pages de blocage, que ce soit pour DNS WatchGo, mais également pour les blocages générés par votre UTM WatchGuard, parce que quand l'utilisateur va se retrouver confronté à un pardon, Pascal fait des bêtises à côté. Quand votre utilisateur va se retrouver confronté à un blocage avec une page web qui est froide, impersonnelle, etc., il va toujours partir du principe que c'est une erreur. Si la page contient le logo de l'entreprise, etc., quelque part, ça vient de la direction, c'est un peu plus obligatoire en fait. Il y a moins de contestation. Donc je vous recommande de prendre un peu de temps à faire cette personnalisation. Donc ici, c'est de la partie purement DNS Watch. Donc je retrouve mes boîtiers qui sont associés à DNS Watch Go. Je vais retrouver les réseaux qui sont protégés, et donc de façon à avoir cette notion en et hors réseau. Et puis mon agent étant déployé, je vais donc le retrouver sur ma machine. J'ai ici cette petite loupe. Si je clique dessus, je vois que je suis actuellement protégé. D'accord. J'aurai des éléments pour accéder à des diagnostics, aux fichiers de log, etc. Mais ça ne vous concerne pas tous. J'ai reconnu quelques noms dans cette liste. Et vous allez donc avoir des rapports d'usage, des rapports de filtrage.
Donc encore une fois, hein, on n'est pas dans du flicage d'utilisateurs, c'est pas du tout le but. Les usages sont maîtrisés, on a défini une politique globale sur l'entreprise. Maintenant, cette politique, on l'applique et on vérifie qu'elle est correctement appliquée et que des usages nouveaux ne nous échappent pas. Les usages nouveaux sont dangereux en ce sens que s'ils ne sont pas intégrés dans des stratégies, on va avoir potentiellement des dérives non souhaitables. On va avoir des usages un peu divers. Donc, vous voyez ici, j'ai eu des catégories qui ont été bloquées. Donc maintenant, je peux voir quels sont les usages de mes utilisateurs. Pascal, un commentaire? Pascal est mute. Non, c'est parfait tout ça. Ça illustre bien tout ce que peut faire DNS Watch Go et surtout comment ça peut permettre justement d'harmoniser une politique de sécurité aussi bien sur le périmètre que hors périmètre. Je t'ai repassé présentateur. Hop. Alors, il nous reste juste quelques petits slides, les plus chiants, parce qu'on parle de tarifs. Là, je vous ai mis le tarif public. En fait, pour ceux qui connaissent Hotpoint et la manière dont on chiffre Hotpoint, c'est un peu pareil pour DNS Watch Go. On va chiffrer un certain nombre d'utilisateurs protégés par DNS Watch Go. Dans les faits, c'est de la licence au device. Maintenant, il y a l'esprit qu'on protège le PC de l'itinérant. Donc, c'est quand même assez rare qu'il y en ait plusieurs. Je dis ça, Jérémy en a 2 sous les yeux, mais voilà, généralement, l'itinérant, il a toc, show my screen, est-ce que je l'ai mis? Attendez, je vérifie juste mon partage. C'est bon? On est bien sur le bon moniteur. Je ne vous détaille pas les prix, vous les avez sous les yeux. Donc vous avez des références 3 ans, des références 1 an. Et donc si vous ramenez ça au mois, vous voyez que c'est quand même pas énorme. On a essayé de faire quelque chose d'accessible tarifairement pour vous proposer cette sécurisation. Juste après, nous aurons un webinaire sur Hotpoint. Je récapitule très rapidement ce que c'est Hotpoint parce que vous allez voir que ça a une incidence avec DNS Watch Go. Hotpoint, c'est notre authentification multifacteur depuis maintenant plus d'un an qui est disponible. Donc des tokens logiciels sur votre smartphone avec du push, du QR code, du one-time password, une application sécurisée, possibilité d'avoir un secure login sur votre machine et qui, pour le coup, va sécuriser toute l'entrée à votre infrastructure, que ce soit sur le périmètre ou que ce soit vos applications SaaS. Tout Hotpoint va pouvoir monter le curseur de sécurité sur le login soit de l'accès VPN, de l'accès aux applis SaaS, de l'accès plus généralement sur l'ensemble du réseau. Donc là où DNS Watch Go sécurisera la personne qui est hors du périmètre, Hotpoint va sécuriser l'accès à ce périmètre. Accès autorisé. Là où, pourquoi je vous reparle d'Hotpoint, au-delà du fait de faire de la pub pour le webinaire qui suit, tout simplement parce qu'on a sorti un bundle qui s'appelle WatchGuard Passport, qui consiste en un bundle Hotpoint plus DNS Watch Go au lancement, puisque le but ultime, c'est pas uniquement d'avoir Hotpoint et DNS Watch Go, mais c'est d'en faire notre client global avec toutes les possibilités de sécurité qu'on mettra dedans. Donc à ce stade, c'est Hotpoint plus DNS Watch Go. Dans l'étape d'après, on va ajouter la partie que vous connaissez dans la totale qui est TDR, donc en fait la partie qu'on va renommer EDR, Endpoint Detection and Response, avec la partie prévention des ransomware. Et puis encore un peu plus loin dans la roadmap, probablement une fonction d'antivirus. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un agent complet de sécurisation des utilisateurs sur leur machine itinérante. Ou pas d'ailleurs.
si on résume le portefeuille WatchGuard, on peut le résumer pour le coup d'une manière plus simple que ce qu'on fait d'habitude en listant tous les produits. On va avoir la sécurité périmétrique avec les appliances Wi-Fi et le Wi-Fi sécurisé. Je ne vais pas refaire une partie sur la sécurité du Wi-Fi, mais sachez que sur notre chaîne YouTube, vous avez un webinaire dédié sur cette partie Wi-Fi et sur cette partie réseau de confiance Wi-Fi. On a maintenant la sécurité hors périmètre avec DNS Watch Go, et puis on a la sécurité d'accès au périmètre avec Hotpoint. Vous voyez que là, au final, le portfolio WatchGuard se divise dans ces 3 sous-éléments qui font complètement du sens pour protéger l'entreprise. Donc voilà pour cette présentation DNS Watch Go et un peu plus, puisqu'on y a mis des passages conséquents également sur la sécurité périmétrique, mais ça nous permet de faire passer des messages qui nous semblent importants. J'ai pas regardé s'il y avait des questions qui restaient en suspens. Toc, toc, toc. Allemand, j'ai répondu à tout direct. Ok, non, pas d'autres questions. Il me reste à vous remercier d'être venu sur ce webinaire. On va sans doute le remettre sur YouTube. Si vous n'avez pas l'invitation Hotpoint, envoyez-nous un petit mail à france@watchguard.com, et de toute manière, de façon générale, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser cet email qui est l'email de toute l'équipe France. Donc france@watchguard.com, il y aura quelqu'un pour vous répondre. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube WatchGuard France, à vous abonner, à mettre des pouces bleus sur les vidéos, ça nous fera plaisir. Ou des gentils commentaires aussi, ça nous fait plaisir. Il y a plein de choses sur cette chaîne YouTube. On y met nos webinaires, bien entendu, mais on y met aussi des tutos que Jérémy prend du temps à faire. Donc, essayez d'aller les voir, ça peut vous aider sur pas mal de sujets. Et puis tout un tas de ressources en français. Donc, je pense qu'il y a une petite mine d'or si vous cherchez de l'information sur la cybersécurité. Petit mot de la fin, Jérémy? Merci d'être venu. Je suis désolé, je vais continuer à vous embêter, à faire de l'inspection, tout ça. N'hésitez pas à prendre contact avec nous directement. Je me ferai un plaisir de prendre un petit moment avec chacun de ceux qui veulent pour vérifier des configurations, discuter sécu, vous faire mal à la tête probablement aussi. Je suis désolé par avance. Ou pas d'ailleurs. C'est important. Merci. Bonne journée. Merci à tout le monde, bonne journée. Au revoir. À bientôt.